On grandit avec l'idée que l'école est la grande réponse à toutes les questions de la vie, qu'il suffit d'y aller, de bien écouter, d'avoir de bonnes notes, et qu'un jour tout ira bien. Mais ce que personne ne dit, ce que personne ne crie, c'est que l'école ne prépare pas nos enfants à ce qui dirige silencieusement leur vie, l'argent. L'école leur apprend à se conformer, à chercher des réponses prédéfinies, à s'insérer dans un moule. Mais elle ne leur apprend pas à penser en termes de liberté. Elle ne leur enseigne ni la valeur du temps, ni la puissance d'un revenu, ni la beauté d'une vision financière alignée avec leur identité. Ce que l'école évite soigneusement, c'est la question de la souveraineté. Parce qu'un esprit libre financièrement devient dangereux pour un système qui se nourrit d'obéissance, et le piège est encore plus insidieux. C'est un silence bien habillé. On enseigne aux enfants comment calculer un taux d'intérêt, mais pas pourquoi les riches ne paient pas les mêmes que les pauvres. On leur parle de salaire, mais pas de valeur. On leur impose de choisir un métier, mais pas une vie. Alors, ils grandissent sans repère. Ils croient que l'argent est un fruit de l'effort uniquement, que souffrir est noble, que rêver trop grand est dangereux. Et pendant ce temps, ils absorbent comme des éponges les croyances limitantes des adultes autour d'eux. L'argent, c'est sale. L'argent, ça divise. L'argent, c'est pour les autres. Voilà pourquoi ton rôle est essentiel. Pas accessoire, pas complémentaire, essentiel. Tu es peut-être la seule personne dans leur vie capable de leur offrir une relation saine, vraie et libératrice à l'argent. Pas une relation basée sur la peur, mais sur la compréhension. Pas une relation basée sur le manque, mais sur l'intention. Pas une relation basée sur la comparaison, mais sur l'alignement. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être millionnaire, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris ou tout réussi. Tu as juste besoin d'oser ouvrir un dialogue que l'école ne commencera jamais. D'oser poser des mots là où le silence règne. D'oser leur dire « tu as le droit d'être riche, tu as le droit de vouloir plus, tu as le droit d'investir en toi, même si tu es petit, tu plantes pas une idée, tu sèmes une culture. Une culture de conscience, de responsabilité, de vision. Tu deviens la source d'un futur que même toi, tu n'as peut-être pas connu. Et ce simple fait, cette graine que tu poses dans leur esprit peut transformer des générations. Alors, ne laisse personne te faire croire que c'est trop tôt. C'est maintenant que ça compte. Parce que demain, il sera trop tard pour rééduquer des années de silence. Trop tard pour effacer les croyances qu'un monde aveugle aura imprimées sur leur cerveau. Trop tard pour construire quand il faudra déjà réparer. Aujourd'hui, tu peux leur offrir ce que le système n'offre pas. La permission de penser autrement. La permission de créer au lieu de répéter. La permission de choisir. Et surtout, la permission de s'élever sans honte vers un bien-être matériel et intérieur pleinement assumé. Pas pour l'ego, mais pour la vie. Pas pour paraître, mais pour pouvoir. C'est maintenant. Et ça commence avec toi. Le grand silence de l'école. L'école a été conçue pour une époque révolue. Une époque où l'objectif était de produire des ouvriers disciplinés, des employés obéissants, des citoyens conformes. L'école n'a jamais été pensée pour créer des êtres libres, encore moins libres financièrement. C'est pas une théorie du complot, c'est un fait historique. On y apprend à mémoriser, à appliquer, à respecter les règles, mais où enseigne-t-on la vision? Où par l'être? On d'initiative, d'investissement, de risque intelligent, de création de valeur, de gestion émotionnelle face à l'argent. Nulle part, parce que former des individus financièrement libres, ce serait former des gens qui posent trop de questions, qui n'ont pas besoin de permission, qui ne dépendent pas du système pour survivre. Et ça, c'est pas rentable pour ceux qui en tirent profit. L'école valorise l'effort linéaire. Plus tu travailles, plus tu mérites. Elle t'enseigne à échanger ton temps contre un salaire. Mais elle ne t'explique jamais que les plus libres ne vendent pas leur temps, ils l'investissent. Elle ne parle jamais de revenus passifs, d'actifs, de leviers, de fiscalité stratégique. Elle forme des consommateurs, pas des créateurs de richesse. C'est pourquoi des milliers de jeunes adultes quittent le système scolaire avec des diplômes en poche, mais aucune compétence pour construire leur indépendance. Ils savent résoudre des équations, mais pas un problème de fin de mois. Ils savent écrire une dissertation, mais pas un plan d'action financier. Ils peuvent réciter des lois, mais pas comprendre pourquoi ils se sentent toujours sous pression. Et l'ironie, c'est que l'école, dans son silence, transmet malgré elle un message très clair. L'argent est tabou. On peut parler d'histoire des empires, de guerre, de révolution, mais parler de richesse personnelle, de vision financière, de liberté intérieure et extérieure, c'est réservé à l'élite ou pire, c'est mal vu. Résultat, nos enfants grandissent dans l'ignorance, bercés par des injonctions sociales toxiques comme ne vise pas trop haut, travaille dur, c'est tout ce qu'il faut. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, ça se mérite. Mais mériter quoi?
Une vie à attendre la retraite pour commencer à respirer? Non. Ce que l'école ne leur dira jamais, c'est qu'ils ont le droit de rêver plus grand, qu'ils ont le droit d'apprendre à faire travailler l'argent pour eux, plutôt que de le poursuivre toute leur vie. Elle ne leur dira jamais qu'ils peuvent bâtir leur autonomie, aujourd'hui, avec les bons outils, les bonnes croyances, les bonnes fondations. Et c'est pour cette raison que tu dois être cette voix, celle qui leur montre ce que l'école ne leur dira jamais, que la liberté financière, c'est pas un privilège, c'est un savoir. Et que ce savoir, tu peux leur transmettre. Simplement, puissamment. Maintenant, tu peux déléguer leur éducation scolaire, tu peux déléguer leur inscription au sport, leur routine médicale, leurs devoirs du soir. Mais il y a une chose que tu peux pas déléguer, la manière dont ils vont penser l'argent pour le reste de leur vie. Tu es leur point d'ancrage, leur référence silencieuse. Ce qu'ils entendent chez toi à 6 ou 7 ans deviendra une voix intérieure à 20 ou 30. Pas seulement dans la façon dont ils dépensent ou économisent, mais dans la manière dont ils se sentent dignes ou non de recevoir, de créer, d'investir, de s'élever. Ton rôle, c'est pas d'avoir toutes les réponses. C'est de leur ouvrir l'espace pour poser des questions que personne d'autre ne leur posera. Tu es peut-être le seul adulte de leur vie qui osera leur dire que l'argent n'est pas sale, que ce n'est pas réservé à une élite, que ce n'est pas lié à la souffrance, qu'ils ont le droit et même le devoir d'en faire un outil de liberté, de contribution, de bien-être. Tu es leur première source de modèle. Et même si tu ne t'en rends pas compte, chaque mot que tu prononces sur le sujet laisse une empreinte. Quand tu dis « on ne peut pas se le permettre », ils enregistrent une limite. Quand tu dis « c'est pas pour nous », ils construisent une barrière. Et à l'inverse, quand tu dis « qu'est-ce qu'on peut créer pour obtenir ça », tu ouvres une porte. Tu changes l'ADN de leur pensée. Ton rôle est irremplaçable parce que la société ne rattrapera pas ton silence. L'école n'enseignera pas ce que tu n'as pas transmis. Le monde n'éduquera pas à leur place. Il les formatera. Il leur vendra des désirs sans leur montrer les moyens d'y répondre consciemment. Il leur fera croire qu'ils doivent mériter l'argent par la fatigue ou qu'ils doivent l'éviter pour rester purs. Et pendant que tu les protèges des blessures, n'oublie pas que l'ignorance financière en est une aussi lente, invisible, mais dévastatrice à long terme. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réussi. Ce que tu leur donnes, c'est pas un modèle parfait, c'est une permission. La permission de réfléchir, de rêver, d'oser, demander, d'oser entreprendre. Tu leur montres que parler d'argent n'est pas une honte, mais une compétence. Tu leur apprends que vouloir plus n'est pas être avide, mais être conscient. Et surtout, tu leur offres un trésor rare, la capacité de ne pas subir la vie, mais de la construire. Ce rôle-là, personne d'autre ne le tiendra à ta place. Et c'est pour ça qu'il est si précieux. Les mots qui formatent. Les mots que tu utilises avec ton enfant ne sont jamais neutres. Ils sculptent, ils impriment, ils conditionnent. Chaque phrase que tu répètes devient une brique dans le mur invisible de ses croyances. Et le plus souvent, ces phrases nous échappent. Elles sortent naturellement, héritées de notre propre éducation, de nos blessures non digérées, de nos peurs jamais remises en question. On dit on ne peut pas se le permettre pour éviter une crise ou une envie. On dit ça coûte trop cher comme un réflexe. On dit tu crois que l'argent tombe du ciel? Parce qu'on nous l'a dit, nous aussi. Mais à force de les entendre, ton enfant n'entend plus seulement une limite contextuelle. Il commence à croire que cette limite est universelle, inchangeable, structurelle. Et c'est là que l'argent devient un ennemi silencieux dans son esprit. L'enfant ne fait pas de différence entre une réalité temporaire et une vérité absolue. Il n'a pas encore le recul pour dire « ce n'est qu'une façon de voir ». Non, il prend ce qu'il entend et il en fait une fondation. Donc quand tu dis « c'est trop cher », il n'entend pas « ce n'est pas notre priorité maintenant », il entend « ce n'est pas pour nous ». Quand tu répètes « l'argent ne fait pas le bonheur », il entend « le bonheur et l'argent ne vont pas ensemble ». Et chaque répétition creuse plus profondément cette empreinte mentale. Plus tard, il ne saura même plus d'où ça vient. Il croira que c'est sa pensée, que c'est sa vérité. Il repoussera l'argent inconsciemment, même en le désirant, et il ne comprendra pas pourquoi. Mais l'inverse est aussi vrai. Tu peux semer d'autres phrases, d'autres codes. Tu peux changer la bande-son intérieure qui guidera ses choix plus tard. En disant « comment pourrait-on se l'offrir intelligemment ?» Tu actives la créativité. En disant « l'argent est un outil qu'on peut apprendre à maîtriser », tu lui rends du pouvoir. En disant on apprend à mieux gérer pour créer ce qu'on veut, tu l'invites à la responsabilité, à l'autonomie. Le langage est un levier immense. Il n'est pas qu'un outil de communication, c'est un outil de programmation. Et si tu veux que ton enfant pense comme quelqu'un de libre,
Tu dois d'abord parler comme quelqu'un de libre. Alors sois attentif. Écoute les phrases automatiques qui sortent quand tu parles d'argent. Observe les mots que tu utilises quand tu refuses une demande. Réfléchis à ce qu'ils laissent comme trace. Et choisis consciemment de reformuler, parce qu'un simple mot répété avec justesse peut devenir la racine d'une pensée d'abondance, de construction, de puissance tranquille. Et c'est ce genre de racines qui, un jour, feront de ton enfant un adulte qui ne reproduit pas par défaut, mais qui choisit en conscience. Il y a des mots, des expressions qui paraissent anodins, des phrases qu'on répète sans vraiment y penser parce qu'on les a toujours entendues. Elles font partie du décor verbal, de la routine familiale, du langage courant. Et pourtant, ces mots-là sont de véritables poisons mentaux. Ils s'infiltrent dans l'esprit de l'enfant, le formatent, réduisent sa perception de ce qui est possible et créent des plafonds invisibles qu'il ne remettra peut-être jamais en question. Ce ne sont pas des insultes, ce ne sont pas des cris. Ce sont des micro-gouttes de peur, d'impuissance, de manque qui, à force de répétition, deviennent des vérités. Quand tu dis « on n'a pas les moyens », tu ne donnes pas une information, tu poses une limite identitaire. L'enfant n'entend pas seulement « on va pas acheter ça aujourd'hui », il entend « nous sommes pas le genre de personnes qui ont accès à ça », tu viens de le placer dans une catégorie, de l'enfermer dans un niveau économique figé. Quand tu dis l'argent, ça pousse pas sur les arbres, tu installes l'idée que l'argent est rare, difficile, presque inaccessible. Or, un enfant qui grandit avec l'idée que l'argent est rare développera une mentalité de survie, accumulation anxieuse, peur de manquer, rejet des opportunités risquées. Il sera prisonnier de la pénurie, même dans l'abondance. Il y a aussi faut pas rêver. Tu crois qu'on est riche? Les riches sont égoïstes, les pauvres sont plus honnêtes, l'argent rend mauvais, je ne fais pas ça pour l'argent. Toutes ces phrases sont des charges émotionnelles. Elles ne parlent pas que d'argent. Elles parlent de moralité, d'appartenance, de sécurité. Et elles enseignent à ton enfant que désirer plus est dangereux, que réussir est suspect, que l'argent est une menace. Il apprendra alors à s'auto-saboter inconsciemment, à limiter ses ambitions, à se méfier de sa propre réussite. Le pire, c'est que ces mots ne viennent pas de la malveillance, ils viennent de la peur, de la protection mal calibrée, du passé, de nos propres blessures. Mais si tu veux que ton enfant pense différemment, il faut que tu parles différemment. Il faut que tu coupes la chaîne générationnelle de la pénurie verbale, que tu remplaces la fatalité par la possibilité, que tu arrêtes d'utiliser des mots qui ferment les portes et que tu choisisses ceux qui les ouvrent. Parce qu'un mot n'est jamais juste un mot, c'est un message, un signal, un programme, et les enfants sont les meilleurs récepteurs qui existent. Tout comme certains mots enferment, d'autres libèrent. Le langage que tu choisis d'utiliser avec ton enfant peut devenir un terreau fertile pour la croissance, la confiance et la liberté intérieure. Si les mots de manque créent la peur, les mots d'abondance créent la vision. Et c'est pas une question de vocabulaire compliqué ou de discours idéalisé. Ce sont des mots simples, répétés avec intention, qui construisent un état d'esprit tourné vers les solutions, vers la création, vers l'ouverture. Des mots qui disent « c'est possible », tu peux apprendre, tu peux construire, tu peux grandir. Commence par introduire des phrases qui valorisent l'apprentissage plutôt que la limitation. On n'a pas encore trouvé comment se l'offrir, mais on peut y réfléchir ensemble. Tu transformes une frustration en défi, une fermeture en projet. Dis souvent comment on pourrait faire autrement à la place de on ne peut pas. Tu réveilles la créativité. Tu actives leur cerveau entrepreneurial, même s'ils ne savent pas encore ce que ce mot veut dire. Remplace le classique « faut pas rêver par tes idées sont précieuses », note-les. Montre-lui que rêver est non seulement autorisé, mais encouragé. Et quand il te parle d'un objet, d'un projet, d'un désir, évite de juger l'envie. Dis plutôt qu'est-ce que tu pourrais imaginer pour le financer. Tu le responsabilises sans le bloquer. Tu lui apprends à relier le désir à l'action, pas à la frustration. Implante aussi des mots qui évoquent la fluidité et la circulation. Dis « l'argent circule et revient quand on l'utilise intelligemment ». Dis « quand on apprend à gérer, on peut créer plus que ce qu'on croit ». Dis « tu peux apprendre à faire travailler ton argent, pas juste à le gagner ». Tu n'enseignes pas seulement l'abondance financière, tu nourris une sécurité intérieure, celle qui dit « je peux m'adapter, je peux comprendre, je peux choisir ». Et puis, répète souvent les phrases qui ancrent l'autonomie mentale « tu as toujours le choix »,« ton esprit est ton meilleur outil »,« tu peux apprendre de tout, même d'un échec ». Ces mots-là, s'ils sont dits avec sincérité et constance, deviendront des piliers invisibles. Ton enfant ne pensera pas seulement qu'il mérite une belle vie, il saura qu'il peut la construire.
pas en copiant, pas en mendiant, mais en créant pas à pas une réalité alignée avec ses valeurs et sa vision. Par les mots que tu choisis, tu lui offres plus qu'un cadre éducatif. Tu lui offres un terrain mental fertile. Tu sèmes des graines qui plus tard deviendront des convictions profondes. Et ces convictions lui permettront de dire non à la médiocrité, à la peur, au conformisme. Tu lui donnes l'un des plus grands cadeaux qu'un parent puisse transmettre. La certitude intérieure que l'abondance est un état d'esprit avant d'être un chiffre. Gagner, dépenser, multiplier. Un enfant peut très tôt comprendre ce qu'est l'argent, mais ce qu'il retient en premier, c'est ce qu'il voit faire. Il voit qu'on le donne, qu'on l'échange, qu'on le dépense, mais il voit presque jamais ce qu'on en fait vraiment le faire fructifier. Et pourtant, c'est là toute la différence entre une vie en boucle et une vie en expansion. Apprendre à son enfant à distinguer gagner, dépenser et multiplier, c'est comme lui offrir une carte pour naviguer dans un monde où les autres marchent à l'aveugle. Commence par lui montrer ce que veut dire gagner. Pas seulement recevoir de l'argent comme une récompense, mais créer de la valeur. Explique que quand on rend un service, qu'on aide, qu'on résout un problème, on peut être rémunéré. L'idée ici n'est pas de monétiser tous ces gestes, mais de lui faire comprendre que l'argent peut être une conséquence naturelle de l'utilité. Il ne s'agit pas de le pousser à travailler jeune, mais de semer l'idée que ce qu'il crée ou apporte peut avoir une valeur. Tu lui apprends ainsi que l'argent n'est pas magique ni aléatoire. C'est une énergie liée à l'échange, à la créativité, à l'initiative. Ensuite, enseigne-lui à dépenser en conscience. Pas avec peur, pas avec impulsivité, mais avec clarté. Quand tu lui donnes une somme, propose-lui de la répartir. Pas pour le restreindre, mais pour lui donner une vision. Montre-lui qu'une partie peut être utilisée maintenant pour quelque chose qu'il veut, une autre gardée pour plus tard, et une troisième orientée vers un projet plus grand. Tu n'es pas en train de lui interdire de profiter de l'argent, tu lui apprends à décider. Tu lui montres que dépenser, c'est pas gaspiller, c'est faire un choix, et qu'un choix se réfléchit. Mais là où le jeu devient vraiment intéressant, c'est quand tu lui parles de multiplier. Ce mot, très peu d'enfants l'entendent en lien avec l'argent. Pourtant, il contient la clé de la liberté. Explique-lui qu'il existe une autre manière de traiter l'argent que de simplement l'utiliser ou le stocker. On peut le faire travailler pour soi. Raconte-lui, avec des exemples simples, ce qu'est un investissement, prêter pour avoir un retour, acheter pour revendre plus tard, avec une valeur ajoutée, créer quelque chose qui rapportera plusieurs fois. Tu peux même inventer un jeu familial. S'il garde une partie de son argent sans y toucher pendant une semaine, tu doubles cette somme pour lui faire comprendre la logique du retour, de la patience, de la stratégie. L'enfant comprend vite quand on l'implique. Crée une boîte avec 3 compartiments. Je profite, je garde, je multiplie. Et laisse-le expérimenter, ajuster, faire ses propres erreurs. Le but n'est pas qu'il devienne un banquier miniature, mais qu'il apprenne à penser en architecte de sa vie financière. Gagner, c'est créer. Dépenser, c'est choisir. Multiplier, c'est anticiper. Et quand un enfant intègre ces 3 verbes dès maintenant, il devient un adulte qui ne court pas après l'argent, mais qui le comprend, l'utilise et le transcende. L'une des erreurs les plus sournoises que l'on transmet à nos enfants sans même s'en rendre compte, c'est cette idée que l'argent tombe du ciel ou arrive uniquement en fonction du mérite ou du temps passé. On les habitue à penser que s'ils font ce qu'on leur demande, ils recevront une pièce, un billet, une récompense. Et bien souvent, cela les enferme dans une logique passive de cause-effet immédiat. Je fais, je reçois. Mais si tu veux les préparer à une vraie intelligence financière, tu dois leur montrer un autre chemin, plus puissant, plus structurant, le lien entre action intentionnelle et multiplication consciente. Car multiplier l'argent, ce n'est pas juste attendre que quelque chose revienne. C'est poser une action stratégique avec la conscience que ce geste, cette décision, cette graine peut produire plus que ce que l'on a donné. C'est comprendre que l'argent, lorsqu'il est placé, investi, canalisé, peut créer une boucle de croissance. Et ça, ton enfant peut l'apprendre très tôt. Par l'expérience, par le jeu, par l'observation. Quand il comprend que l'argent qu'il décide de mettre de côté aujourd'hui peut se transformer en quelque chose de plus grand demain, il commence à penser en bâtisseur. Il commence à comprendre le pouvoir du délai, de l'intention, de la vision. Tu peux lui montrer cela avec des petits défis simples. Si tu gardes cette pièce toute la semaine sans l'utiliser, je la double dimanche. Mais si tu la dépenses tout de suite, il n'y a pas de bonus. C'est pas une punition, c'est une simulation. Tu lui montres que certains choix mènent à la consommation immédiate et d'autres à la croissance. Et très vite, il associera une action réfléchie à un potentiel d'expansion. Il ne cherchera plus seulement à avoir, mais à amplifier. Tu peux aussi l'impliquer dans un mini-projet. Par exemple, vendre quelque chose qu'il a créé,
proposer un service dans la famille ou au voisinage et utiliser une partie des gains pour le réinvestir dans un nouveau projet. Là, il voit concrètement que c'est pas l'argent qui fait l'argent, c'est l'action posée avec une intention de développement. C'est le choix de réinvestir, pas juste de recevoir. L'objectif, c'est pas de faire de lui un stratège financier à 8 ans, mais de lui imprimer une logique mentale rare. Je peux transformer ce que j'ai en quelque chose de plus grand si je l'oriente avec intelligence. C'est cette logique qui différencie les gens qui subissent l'argent de ceux qui le maîtrisent. Et cette logique, elle se sème tôt, avec des mots, des gestes, des rituels, mais surtout avec des liens concrets entre chaque action et les fruits qu'elle peut faire naître, parce que dans la vie réelle, les plus grandes multiplications ne viennent pas de la chance, mais de ceux qui ont appris à connecter leurs actions à une vision long terme. Apprends-lui ça maintenant, et tu lui offres bien plus qu'une leçon sur l'argent. Tu lui offres une structure mentale qui peut transformer toute son existence. L'exemple silencieux. Les enfants n'écoutent pas ce que tu dis avec autant d'attention qu'ils observent ce que tu fais. Tu peux leur parler d'argent, leur expliquer les bons choix, leur lire des livres sur la richesse, mais si ton comportement dit autre chose, c'est lui qu'ils retiendront. Parce que ton exemple est silencieux, mais il est puissant. C'est un langage non verbal qui imprime directement dans leur subconscient. Et dans le domaine de l'argent, ce langage compte encore plus. Chaque fois que tu stresses pour une facture, que tu paniques à l'approche d'un paiement, que tu te disputes à cause de l'argent, que tu critiques les riches ou que tu fais une blague sur la pauvreté des fins de mois, tu transmets quelque chose. Tu n'en as peut-être même pas conscience. Mais eux, si. Eux, ils ressentent. Et ce qu'ils ressentent devient une vérité interne. C'est pas grave si t'as pas tout réussi. T'as pas besoin d'être parfait pour montrer l'exemple. Mais t'as besoin d'être conscient. Ta façon de parler devant eux, de payer, de planifier, de gérer les imprévus, tout cela construit un modèle mental. Tu es leur premier manuel d'éducation financière. Pas le livre qu'ils liront un jour, mais la vie qu'ils observent chaque jour. Quand tu montres que tu sais prioriser, que tu choisis d'investir dans des projets plutôt que de céder aux tentations immédiates, ils intègrent une leçon. Quand tu parles d'objectifs et que tu leur dis on économise pour quelque chose de plus grand, ils apprennent le délai, la patience, la discipline. Quand tu leur expliques calmement pourquoi tu refuses une dépense non prévue, sans drame ni tension, ils apprennent à poser des limites avec sagesse. Tu leur montres aussi quelque chose de beaucoup plus profond, que l'argent n'est pas un sujet interdit, que c'est pas une source de honte, de tabou ou de conflit. Tu ouvres l'espace pour qu'ils puissent un jour, eux aussi, en parler avec clarté et sérénité. Tu modèles ce qu'est une relation saine à l'argent, non pas dans la théorie, mais dans la manière dont tu vis au quotidien. Et même tes erreurs peuvent devenir des leçons puissantes si tu les assumes avec maturité. Si tu leur dis « là j'ai mal géré, je suis en train d'apprendre aussi », tu leur enseignes l'humilité, la responsabilité, l'évolution, tu leur montres que personne n'est figé dans son niveau financier, que tout peut s'apprendre, même adulte. C'est ce genre de transparence douce, équilibrée, cohérente, qui plante en eux des racines solides. Des racines qui, un jour, feront pousser une liberté qu'ils n'auront pas à chercher ailleurs. Parce qu'ils auront vu, dans leur propre maison, qu'on peut parler d'argent sans peur, qu'on peut choisir en conscience, et surtout qu'on peut construire une vie où l'argent n'est pas un poids, mais un levier. Un prolongement de leur intelligence, de leur vision, de leur bien-être. Et tout cela commence par ce que tu fais, parce que tu incarnes, parce que tu montres, même sans rien dire. Inclure ton enfant dans des décisions financières ne signifie pas l'exposer à des angoisses d'adulte, ni lui faire porter le poids de la responsabilité familiale. Il ne s'agit pas de le transformer en comptable miniature. Il s'agit de l'impliquer discrètement, intelligemment, pour lui faire comprendre que l'argent n'est pas un mystère réservé aux grands, mais un outil que l'on peut apprendre à manier dès maintenant à son niveau. Et pour ça, il suffit parfois de gestes simples, de questions ouvertes, de moments partagés où l'on transforme une dépense banale en opportunité éducative. Par exemple, quand vous faites les courses, ne te contente pas de lui dire « on n'achète pas ça ». Demande-lui « tu vois 2 produits ici, l'un est plus cher mais dure plus longtemps, l'autre est moins cher mais se termine vite, lequel tu prendrais et pourquoi ?» Sans même s'en rendre compte, il entre dans une logique de comparaison, de rapport qualité-prix, de projection. Tu ne lui dictes pas une réponse, tu lui offres un espace pour réfléchir. Et c'est là toute la puissance. L'enfant n'apprend pas sous pression, il apprend en participant. Autre exemple, quand tu parles d'un projet familial, vacances, achat important, organisation d'un anniversaire, propose-lui un petit rôle. Tu veux m'aider à choisir une option qui respecte le budget qu'on s'est fixé? Ou encore, on a X euros pour ce week-end, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'amusant sans tout dépenser? À cet instant, il ne se sent pas juste écouté, il se sent utile.
Il entre dans une dynamique de recherche de solutions. Il comprend que l'argent n'est pas une fin, mais une ressource à orienter avec sagesse. Tu peux aussi le faire participer à la gestion d'un petit projet s'il veut un objet. Accompagne-le dans l'élaboration d'un mini-plan d'épargne. Dessiner ensemble une fiche, ajouter des cases, fixer un objectif. Euh, Chaque fois qu'il met de côté, valorise le geste, pas seulement le résultat. Et une fois le montant atteint, féliciter. L'effort, la patience, l'intention. Ce sont ces micro-expériences qui tissent la fibre de l'autonomie. Impliquer ton enfant dans ses choix, c'est lui donner les clés de la maison mentale qu'il va un jour habiter seul. C'est lui montrer que l'argent ne doit pas être géré en cachette, ni dans la précipitation, ni avec panique. Tu lui transmets par la pratique une posture, celle de quelqu'un qui choisit, qui anticipe, qui dialogue. Et même s'il ne comprend pas encore tous les rouages, ce qu'il retiendra profondément, c'est que il a sa place dans la gestion de sa vie, qu'il peut lui aussi penser, décider, peser le pour et le contre. Ce sont ces petits moments, discrets mais intentionnels, qui font la différence entre un enfant qui subit la réalité économique plus tard et un enfant qui, devenu adulte, se sent compétent, légitime, capable de bâtir une vie alignée, libre et pleine de sens. Briser le mythe du mérite souffrant. Depuis des générations, on répète à voix basse, ou parfois très fort, que l'argent se mérite dans la douleur. Que plus tu souffres, plus tu es digne d'être payé. Que le confort doit se gagner au prix de l'épuisement. Que se lever tôt, travailler dur, s'oublier pour les autres, c'est ça la voie noble vers la réussite. Et cette croyance s'ancre très tôt. Dès l'enfance, on entend « tu n'auras rien sans effort, travaille dur, sinon tu ne vaudras rien ». Les riches, eux, ont trimé pour y arriver. Et sans le vouloir, on associe l'argent à la fatigue, au sacrifice, à la peine. On installe un système de pensée où toute forme de facilité devient suspecte, presque immorale. Mais cette idée est toxique. Elle installe une logique de compensation, pas de création. Elle pousse l'enfant à croire que s'il ne souffre pas, il ne mérite pas. Et plus tard, il cherchera inconsciemment la difficulté pour se sentir légitime. Il refusera des opportunités trop simples. Il sabordera ses réussites s'il n'a pas assez peiné. Il rejettera l'idée de gagner plus avec moins de temps, de gagner mieux en alignant ses talents avec un besoin du monde. Et ce rejet, il ne viendra pas d'un raisonnement conscient, mais d'une blessure intérieure construite sur le mythe du mérite souffrant. Il est donc fondamental, si tu veux transmettre un mindset sain autour de l'argent, de séparer clairement la souffrance de la valeur. Oui, l'effort est important. Oui, la discipline forge le caractère. Mais la souffrance, elle, n'est pas une condition de mérite. C'est pas parce que tu te sacrifies que tu vaux plus, c'est pas parce que tu t'épuises que tu es plus respectable, et ce n'est pas parce que tu prends des chemins plus durs que tu mérites plus de reconnaissance. Il faut enseigner à l'enfant que la valeur vient de la pertinence, de la contribution, de la cohérence entre ce qu'on apporte et ce que le monde en retire. Pas du volume d'heures, pas de l'intensité du stress, pas de la quantité de larmes versées. Tu peux lui dire, ce que tu fais peut être fluide et avoir de l'impact. Tu peux gagner de l'argent avec plaisir, créativité, clarté. Tu n'as pas besoin de te faire mal pour te sentir digne. Et ça, c'est un retournement majeur, un repositionnement intérieur qui change tout. Parce que lorsqu'un enfant comprend que sa légitimité ne dépend pas de sa souffrance, il s'autorise à chercher l'élégance, l'efficacité, l'intelligence stratégique. Il ne court plus après la reconnaissance par la douleur. Il cherche la justesse, l'alignement, le service utile et rentable. Tu peux l'inviter à observer le monde autrement. Montre-lui des exemples de personnes qui créent de la richesse avec sens et fluidité. Parle-lui d'artistes, d'entrepreneurs, de créateurs, d'inventeurs, pas seulement ceux qui travaillent beaucoup, mais ceux qui travaillent juste. Et rappelle-lui toujours ceci, la souffrance n'est pas une monnaie d'échange pour obtenir l'amour, le succès ou la sécurité. Ce qu'il construit avec joie, responsabilité et vision a autant, sinon plus, de valeur que ce qu'il ferait dans la douleur. Briser ce mythe, ce n'est pas rendre ton enfant paresseux, c'est lui rendre sa liberté. Celle de bâtir une vie où l'argent n'est pas un prix de la souffrance, mais une conséquence naturelle de ce qu'il apporte au monde avec intelligence, enthousiasme et conscience. Apprendre à ton enfant à créer de la valeur, c'est bien plus que lui apprendre à faire de l'argent. C'est lui transmettre une posture intérieure, celle de quelqu'un qui observe le monde, qui identifie un besoin, qui propose une solution, qui apporte quelque chose d'utile,
Mais pour que cette posture soit saine, elle doit être décollée de toute forme d'autopunition. Trop d'adultes aujourd'hui pensent qu'ils ne méritent d'être payés que lorsqu'ils ont souffert. Qu'un travail n'a de valeur que s'il est pénible, qu'un résultat n'a de légitimité que s'il a été arraché à la douleur. Et si l'on n'y prend pas garde, cette logique se transmet insidieusement dès l'enfance. Tu peux très tôt enseigner à ton enfant que la vraie richesse naît de la capacité à créer de la valeur pour les autres, sans sacrifier son bien-être, ni son équilibre, ni sa joie de vivre. Et cela commence par une simple question: qu'est-ce que tu peux faire qui soit utile à quelqu'un? Pas pour obtenir une récompense, pas pour gagner l'approbation, mais pour comprendre que l'argent arrive lorsqu'on est capable de résoudre un problème, de simplifier une tâche, de rendre service, de faire sourire, de créer quelque chose qui compte. Offre-lui des opportunités concrètes de mettre cela en pratique. Par exemple, organiser un mini-stand de limonade ou de dessin à vendre, proposer d'aider un voisin avec une corvée, inventer une solution à un petit problème du quotidien. L'objectif n'est pas de l'orienter vers le profit, mais de lui faire sentir cette dynamique. Je donne quelque chose qui a de la valeur, je reçois une forme de reconnaissance, parfois même financière. Et tout ça sans culpabilité, sans souffrance, sans obligation de se faire mal pour mériter. Fais aussi attention à ce que tu valorises. Ne félicite pas uniquement l'effort ou la quantité de travail. Félicite la pertinence, la créativité, l'intention. Quand il fait quelque chose rapidement mais intelligemment, dis-le. Quand il trouve une manière de simplifier une tâche, valorise cette intelligence stratégique. Tu nourris ainsi une mentalité où ce qui compte, ce n'est pas la douleur ressentie, mais l'impact généré. Et surtout, montre-lui que son propre bien-être n'est pas un prix à payer pour réussir, qu'il a le droit de construire une vie dans laquelle il se sent bien et utile, qu'il peut produire de la valeur pour le monde sans s'effacer, qu'il peut contribuer sans se sacrifier. Tu brises ainsi un conditionnement profond. Celui qui associe mérite à souffrance et réussite à épuisement. Et tu remplaces cette croyance par une vérité fondatrice. Plus je suis en paix avec moi-même, plus ce que je crée a de la valeur pour les autres. C'est cette logique-là qui fait émerger des bâtisseurs, des créateurs, des leaders sains, des enfants qui deviendront des adultes capables de générer de la richesse tout en honorant leur énergie, leur intuition, leur équilibre. Et ça, c'est une des plus grandes transmissions que tu puisses leur offrir. Esprit entrepreneurial dès l'enfance. L'esprit entrepreneurial n'est pas réservé aux adultes ni aux chefs d'entreprise. C'est une manière de penser, une façon d'aborder le monde avec la volonté de résoudre, d'améliorer, de créer. Et cette mentalité peut s'enseigner dès l'enfance, non pas avec des livres de gestion ou des cours de finance, mais à travers quelque chose de plus puissant, plus instinctif, plus naturel pour eux, le jeu, car l'enfant apprend mieux quand il joue. Et lorsqu'il est guidé avec subtilité, ce jeu devient un véritable terrain d'éveil à l'initiative, à la responsabilité et à la liberté. Le principe des mini-défis est simple. Tu ne donnes pas les solutions à ton enfant, tu lui poses des questions qui activent son imagination. Tu ne le récompenses pas pour l'obéissance, mais pour sa capacité à penser, à proposer, à expérimenter. Par exemple, dis-lui, on doit organiser un petit goûter à la maison avec 5 euros. Tu serais capable d'inventer un plan, il va chercher, comparer, négocier, choisir, et sans le savoir, il fait un exercice de gestion, de priorisation, de décision, ou encore, il nous reste des objets qu'on n'utilise plus à la maison. Tu penses qu'on pourrait en faire quoi? Là, tu le mets dans une posture de valorisation des ressources, de revente, de recyclage créatif. Tu peux aller plus loin en lui lançant un défi simple, crée quelque chose que tu pourrais offrir ou vendre à quelqu'un. Une carte, un dessin, une idée, un petit service. Je t'aide si tu veux, mais c'est toi qui trouves. Tu déclenches en lui le muscle de la création autonome, il comprend que ce qu'il produit peut répondre à un besoin, qu'il peut, même jeune, être utile, créer de la valeur, proposer quelque chose. Et surtout, qu'il n'a pas besoin d'attendre un patron, un diplôme ou une permission pour agir. Ces mini-défis doivent rester légers, amusants, sans pression. C'est pas l'argent qui compte ici, c'est la dynamique mentale que tu installes. Tu lui enseignes qu'il peut observer le monde avec un regard de solutionneur. Que chaque problème est une opportunité déguisée. Qu'il peut partir de peu et faire naître quelque chose de neuf. Et au fil du temps, cette manière de penser deviendra un réflexe. Il n'attendra pas qu'on lui dise quoi faire. Il cherchera comment faire mieux, comment créer, comment bâtir. C'est exactement cet esprit qui, plus tard, différenciera ceux qui subissent les règles de ceux qui les redessinent. Ceux qui attendent des conditions parfaites de ceux qui créent malgré l'imperfection. Ceux qui croient que l'avenir se reçoit et ceux qui savent qu'il se construit. Et tout cela commence par des défis simples, posés avec amour,
au bon moment, avec l'intention claire de faire émerger chez lui une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui ne se contente pas de suivre, mais qui initie. Valoriser la pensée autonome chez ton enfant, c'est bien plus que l'encourager à donner son avis. C'est reconnaître, nourrir et honorer sa capacité à penser par lui-même, à remettre en question, à imaginer des solutions différentes de celles qu'on attend. Et c'est cette capacité, souvent étouffée par le besoin d'obéissance ou de conformité, qui fait toute la différence dans sa relation future à l'argent, à la vie, au monde. Parce qu'un enfant qui pense librement deviendra un adulte qui ne dépend pas des modèles tout faits pour agir. Il sera capable d'innover, d'anticiper, de prendre des décisions alignées, même quand tout le monde fait l'inverse. Mais pour cela, il a besoin de sentir que sa voix a du poids, que ses idées ont de la valeur, même quand elles sont maladroites ou incomplètes. Il a besoin qu'on l'écoute avec attention, pas juste avec tolérance. Il a besoin qu'on l'invite à réfléchir, à proposer, à choisir, pas seulement à répondre correctement ou à suivre la consigne. Tu peux commencer simplement, au lieu de lui donner une solution, pose-lui une question. Comment tu ferais, toi? À ton avis, quelle est la meilleure option? Qu'est-ce que tu proposes? Ces questions, posées sans jugement, activent en lui un mode de fonctionnement qu'il n'oubliera jamais. Je suis capable de trouver ma propre voie. Et quand il propose quelque chose, même si c'est pas parfait, valorise le processus. Dis-lui, ce que tu viens d'imaginer est intéressant. Tu as vu une possibilité que je n'avais pas envisagée. Ce raisonnement est courageux. Tu n'encourages pas l'ego, tu renforces la conscience. Il comprend que sa pensée est un outil puissant, qu'il a le droit d'explorer, d'argumenter, de créer. Il apprend qu'il peut remettre en question ce qu'on lui dit, non pas par rébellion, mais par discernement. Et c'est exactement ce que le système n'enseigne pas. Tu peux aussi l'impliquer dans des décisions de plus en plus grandes selon son âge. On a un budget de 20 € pour un cadeau à offrir. Tu veux choisir? On doit organiser notre week-end. Quelle activité tu verrais qui respecte notre budget et notre envie de détente? Voici 2 options pour le repas. Quelle combinaison te semble la plus équilibrée? Chaque fois que tu lui fais confiance pour réfléchir, tu renforces son sentiment d'efficacité personnelle. Et ce sentiment, une fois ancré, ne le quitte plus. Même face à ses erreurs, valorise la posture. Si il a fait un choix qui n'a pas mené au résultat espéré, évite de dire « Tu vois, je te l'avais dit ». Dis plutôt « Tu as eu le courage de tenter. Maintenant, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ?» Tu lui apprends que l'erreur n'est pas une preuve d'échec, mais un terrain de l'apprentissage. Et cette façon de penser, appliquée à l'argent, deviendra un atout immense. Il n'aura pas peur de tester, d'investir, de créer, parce qu'il saura que sa valeur ne dépend pas d'un résultat immédiat, mais de sa capacité à apprendre et à s'adapter. Valoriser la pensée autonome, c'est donc beaucoup plus qu'un geste éducatif, c'est un acte fondateur. Tu n'élèves pas seulement un enfant sage ou performant, tu formes un être capable de naviguer dans un monde complexe avec confiance, discernement et leadership. Et dans une société qui récompense la conformité mais admire secrètement ceux qui osent penser autrement, ton enfant deviendra l'un de ceux qui n'ont pas besoin d'autorisation pour réussir. Parce qu'il aura appris dès l'enfance qu'il a le droit de penser. Et que cette pensée, si elle est nourrie avec bienveillance et confiance, peut façonner une vie entière. Libérer leur temps. La plupart des enfants grandissent avec une seule équation en tête. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Et même si, à court terme, cette logique peut sembler juste, elle est incomplète. Parce qu'elle enferme leur esprit dans un modèle linéaire, épuisant, où l'argent devient dépendant du temps et où la liberté semble toujours repoussée à plus tard. Si tu veux vraiment leur transmettre une mentalité d'abondance, tu dois leur offrir une autre équation, plus puissante, plus fluide. Il est possible de gagner de l'argent, même sans être en train de travailler, si ce que tu crées continue à produire de la valeur. C'est ça, la base des revenus passifs. Je n'ai pas besoin d'entrer dans des concepts complexes de bourse ou d'immobilier. L'idée, c'est de leur faire comprendre simplement que certains efforts, une fois fournis, peuvent continuer à rapporter même quand on dort, même quand on joue, même quand on est ailleurs. Par exemple, si ils enregistrent une chanson, une histoire audio ou une vidéo, et que des gens l'écoutent des semaines plus tard, cette création continue de leur rapporter. S'ils inventent un petit livret, une carte, un dessin qu'ils peuvent vendre plusieurs fois, ils réalisent qu'une seule action peut être répétée, diffusée, valorisée, sans qu'ils aient à tout recommencer. Un bon moyen de leur faire ressentir cela est à travers un jeu très simple. Propose-leur de fabriquer un objet ou un service qu'ils peuvent utiliser plusieurs fois pour en tirer un bénéfice. Par exemple, tu veux vendre une limonade
Et si on crée une affiche réutilisable que tu pourras garder pour toutes les fois où tu referas le stand, tu lui montres que tout ne doit pas être fait à chaque fois, que certaines choses peuvent être construites une seule fois et servir longtemps. C'est la logique du levier. Tu peux aussi leur proposer une mise en situation. Imagine que tu écris une histoire que d'autres enfants aiment et que leurs parents veulent acheter. Tu l'as écrite une fois, mais à chaque fois qu'elle est vendue, tu gagnes quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ouvres ainsi une porte vers l'idée qu'on peut créer quelque chose une fois et en récolter les fruits plusieurs fois. C'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Et plus tard, quand ils entendront parler de royalties, de droits d'auteur, d'applications, de produits numériques ou de location, ces mots ne leur sembleront pas abstraits ou réservés à ceux qui savent. Ils sauront que cette manière de penser leur est déjà familière, qu'ils ont le droit d'imaginer des systèmes, pas seulement des efforts, qu'ils peuvent construire des ponts, pas juste des tunnels à creuser tous les jours. Tu n'es pas en train de leur apprendre à être passif. Tu leur apprends à penser en architecte, à créer des modèles durables, à libérer leur temps en utilisant leur intelligence. Et cette leçon, si elle est bien ancrée, leur offrira quelque chose de bien plus grand que de l'argent. La possibilité, un jour, de choisir ce qu'ils font de leur temps sans que ce soit l'argent qui décide à leur place. L'effet levier, c'est l'un des concepts les plus puissants en matière d'enrichissement et pourtant, il est rarement expliqué aux enfants. Pourtant, ils en utilisent déjà la version physique sans s'en rendre compte. Quand ils montent sur une balançoire, quand ils utilisent un manche pour soulever quelque chose, quand ils posent un pied sur un skateboard. Ce qu'ils savent pas encore, c'est que cette logique de faire plus avec moins d'efforts, on peut l'appliquer aussi à l'argent, à l'énergie, au temps, à l'intelligence. Et c'est précisément ça qu'on appelle l'effet levier. Mais pour qu'ils comprennent sans être noyés dans des termes techniques, tu dois leur parler avec des images qui vivent déjà. Par exemple, imagine que tu veux porter une grosse pierre. Tout seul, c'est trop lourd. Mais si tu utilises une planche et un caillou pour faire levier, tu peux la soulever avec moins de force. Eh bien, en finance ou dans la vie, tu peux aussi utiliser des leviers pour obtenir de plus grands résultats sans t'épuiser. Et ensuite, tu leur montres comment ce principe s'applique dans leur propre monde. Un exemple très simple, s'ils créent quelque chose une fois et qu'ils peuvent le vendre plusieurs fois, c'est un levier. Ils ont utilisé une action unique pour créer un effet multiplié. S'ils convainquent un ami de les aider dans un projet, ils découvrent le levier humain, à deux on va plus vite. Si ils utilisent un outil comme une application, une imprimante, un site web, ils découvrent le levier technologique, je délègue une partie du travail à une machine ou un système. Ce sont ces petits déclics qui installent chez eux l'idée que la réussite ne repose pas uniquement sur la force brute ou la quantité d'heures. Elle repose sur la capacité à trouver des stratégies intelligentes. Tu peux aussi leur proposer des mini-scénarios. Tu veux vendre des bracelets. Et si tu demandes à deux copains de vendre avec toi et qu'ils touchent une petite part, mais que tu gagnes aussi sur chaque vente qu'ils font, tu viens de créer un effet levier avec d'autres personnes. Bien sûr, tu ne les pousses pas à l'exploitation. Tu leur montres simplement qu'une idée bien pensée peut s'étendre sans que tout repose uniquement sur eux. Ce type de réflexion les libère très tôt d'un piège mental. Celui de croire qu'il faut s'épuiser pour réussir. Tu leur apprends que l'intelligence stratégique peut souvent aller plus loin que la force. Et dans un monde où beaucoup d'adultes continuent de croire que seule la sueur est légitime, tu formes un esprit qui comprend que l'équation a changé. Que le levier n'est pas une tricherie, mais une preuve de lucidité. Quand un enfant comprend l'effet levier, il commence à voir les connexions invisibles autour de lui. Il cherche à optimiser, à collaborer, à automatiser, à transmettre. Il ne se contente plus d'agir, il pense en architecte. Et ce genre d'esprit, agile, créatif, ouvert, devient un générateur naturel de solutions, de valeurs et de liberté. Ce que tu lui donnes avec cette compréhension, ce n'est pas juste une technique, c'est une nouvelle manière de voir le monde. Argent égale impact positif. L'un des plus beaux cadeaux que tu peux faire à ton enfant, c'est de lui apprendre que l'argent n'est pas seulement un outil de consommation, mais aussi un levier d'impact. Trop souvent, on oppose richesse et générosité. Comme si vouloir plus était synonyme d'égoïsme, comme si l'abondance était incompatible avec la bonté. Et pourtant, l'une des vérités les plus puissantes à transmettre, c'est celle-ci. Plus tu as, plus tu peux faire. Plus tu es libre, plus tu peux aider. Plus tu es stable, plus tu peux être utile. Et cette vérité, un enfant peut la comprendre si on lui montre. Il ne s'agit pas de faire de lui un philanthrope en herbe ou de l'obliger à donner ce qu'il a.
Il s'agit de l'inviter à relier dès maintenant ce qu'il possède à ce qu'il peut créer autour de lui. À voir que chaque euro peut devenir un sourire, un soutien, une idée concrétisée pour quelqu'un d'autre. Tu peux lui poser une question simple. Si tu avais 10 euros à partager, qu'est-ce que tu pourrais faire avec pour rendre quelqu'un heureux? Et laisse-le réfléchir, imaginer, proposer. Il peut penser à acheter un cadeau à un ami, à faire un dessin spécial pour quelqu'un qui souffre, à acheter un gâteau pour partager. L'essentiel n'est pas ce qu'il choisit, mais qu'il fasse le lien entre avoir et offrir, entre posséder et contribuer. Associer l'abondance à la contribution, c'est lui montrer que l'argent peut circuler avec conscience, que ce qu'on reçoit peut aussi nourrir un cercle vertueux, que l'on n'a pas besoin d'être riche pour commencer à donner, mais que plus on apprend à créer de la richesse, plus on peut faire grandir les autres avec nous. Et ce message, dis-le clairement, c'est pas mauvais de vouloir plus, si tu sais pourquoi tu veux plus. Ce n'est pas égoïste de créer de l'abondance si tu sais l'utiliser avec cœur. Fais-lui vivre des expériences concrètes. Propose-lui par exemple de choisir un objet qu'il n'utilise plus et de l'offrir à quelqu'un qui en a besoin, ou de mettre de côté une petite partie de son argent pour soutenir une cause qu'il choisit lui-même. Laisse-le voir l'effet de son geste, sans obligation ni pression. Ce qu'il ressent à ce moment-là, cette chaleur, cette fierté discrète, ce sentiment d'avoir contribué, va s'ancrer profondément. Et ce sentiment deviendra une boussole. Un jour, il cherchera peut-être à créer un projet utile, une entreprise alignée, une action communautaire. Non pas pour briller, mais parce qu'il aura compris dès petit que ce que je me permets de faire plus grand que moi. Tu peux aussi lui dire, tu n'as pas à choisir entre gagner beaucoup et faire le bien, tu peux faire les deux, tu dois même faire les deux. Ce double ancrage, abondance et contribution, crée une posture saine. Il ne rejettera pas l'argent, mais il ne glorifiera pas non plus. Il le verra comme un outil au service de quelque chose de plus vaste, le bien-être de tous dont il fait partie. Et quand un enfant intègre cela, il grandit avec une puissance tranquille. Il n'a pas honte de vouloir plus. Il ne culpabilise pas de recevoir, mais il garde le cœur ouvert. Il sait que son impact ne dépend pas seulement de son talent ou de ses rêves, mais aussi de ce qu'il choisit de faire avec ce qu'il a. Et cette conscience-là, c'est la base d'une vie riche, pas seulement en chiffres, mais en sens. L'un des moyens les plus puissants pour ancrer la générosité dans le cœur d'un enfant, c'est de le faire participer à une action de don concrète, tangible, visible. Les mots seuls ne suffisent pas. Les leçons morales s'oublient. Ce que l'enfant retient vraiment, c'est ce qu'il vit. Et quand il voit que son geste, même minuscule, a un impact réel sur quelqu'un d'autre, une bascule s'opère dans sa conscience. L'argent cesse d'être un simple objet qu'on donne ou garde. Il devient un outil de transformation. Il comprend qu'il peut contribuer, ici et maintenant à son échelle, et que ça compte. Mais pour que cette participation ait du sens, elle doit être incarnée. Il ne suffit pas de dire « donne cette pièce aux pauvres ». Il faut l'impliquer, le faire réfléchir, lui permettre de choisir et de voir. Par exemple, propose-lui de sélectionner lui-même un jouet ou un livre qu'il n'utilise plus pour l'offrir à un autre enfant. Pas en cachette, pas dans un sac anonyme, mais en le préparant, en l'emballant, en écrivant un petit mot s'il le souhaite. Et surtout, en lui expliquant pourquoi ce geste est important. Tu partages quelque chose qui t'a apporté de la joie pour que ça apporte de la joie à quelqu'un d'autre. Autre idée, simple mais puissante, organiser ensemble une petite cagnotte familiale où chacun met de côté une petite somme, même symbolique, pour soutenir un projet. Ensuite, laissez-le choisir à quoi ce don sera destiné. Un refuge pour animaux, une action pour l'environnement, un voisin en difficulté, une personne de la famille, puis montrez-lui le résultat. Allez ensemble livrer le don, visitez le lieu, suivez l'évolution du projet. Il faut que le lien entre ce que j'ai donné et ce qui a été créé grâce à ça soit visible, presque palpable. Tu peux aussi lui proposer d'inventer sa propre action. Si tu devais offrir quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Pourquoi? Comment on pourrait le faire ensemble? Là, tu lui apprends pas seulement à donner, tu lui donnes la liberté de penser l'acte de contribution comme un projet. Tu nourris sa créativité, son empathie, sa capacité à faire du bien sans attendre de retour immédiat. Et surtout, évite de faire du don une punition, une obligation, un sacrifice. Ce n'est pas « tu donnes parce que tu as trop », ni « tu dois donner, sinon tu es égoïste ». C'est « tu donnes parce que tu es riche de quelque chose, même petit, et que tu as le pouvoir de semer ». Valorise ce pouvoir. Félicite l'élan. Laisse-le ressentir ce que ça fait de voir quelqu'un sourire grâce à lui. Laisse-le comprendre que donner ne vide pas, ça remplit. Quand tu rends cette démarche visible, vivante, concrète,
Tu ne fais pas que l'éduquer à la générosité, tu installes en lui une mémoire émotionnelle, un souvenir, un repère intérieur. Et un jour, même au sommet de la réussite, même dans l'abondance la plus totale, ce souvenir lui rappellera pourquoi on fait ce qu'on fait, que l'argent n'est jamais une fin, que la vraie richesse, c'est de pouvoir impacter des vies. Et ça, tu viens de lui transmettre pour la vie. Vision long terme et patience. L'une des compétences les plus précieuses que tu puisses transmettre à ton enfant, c'est la patience stratégique. Pas la patience subie, passive, où l'on attend que les choses changent toutes seules, mais celle qui consiste à voir plus loin, à choisir le long terme, à différer une gratification pour accéder à un gain plus grand. Et cette qualité-là, qu'on appelle aussi gratification différée, est un véritable facteur de réussite dans la vie. C'est pas une simple vertu morale, c'est une arme mentale. Ceux qui savent attendre intelligemment, construire lentement, tenir une vision au lieu de tout vouloir tout de suite, deviennent souvent ceux qui bâtissent le plus solidement. Mais la patience, ça s'explique pas avec des mots, ça se vit. Et c'est là qu'un jeu très simple entre en scène, le maintenant ou 2 fois demain, tu proposes à ton enfant un choix. Immédiat, concret. Par exemple, tu mets une pièce, une petite douceur, une récompense en face de lui. Et tu lui dis, tu peux prendre ça maintenant, ou, si tu choisis de ne pas y toucher jusqu'à demain, je te donnerai le double. À ce moment-là, tu ne l'évalues pas. Tu ne le testes pas. Tu lui fais vivre une tension intérieure réelle, celle entre le plaisir instantané et le potentiel de croissance. Et quelle que soit sa décision, tu gagnes une opportunité d'apprentissage. S'il prend maintenant, tu peux lui demander ensuite « Et si c'était quelque chose de plus grand ?» Aurais-tu attendu? Tu ouvres une discussion. Tu l'invites à réfléchir à sa propre impulsion, sans jugement. S'il choisit d'attendre, félicite non pas seulement le résultat, mais le choix mental. Montre-lui qu'il vient de prouver à lui-même qu'il sait tenir une vision, qu'il peut résister à la tentation pour aller plus loin. Tu peux aussi décliner ce jeu à d'autres niveaux. Tu veux ce jouet maintenant, ou tu préfères qu'on attende un peu pour pouvoir en acheter un meilleur, plus durable? Ou tu veux dépenser tout ton argent de poche aujourd'hui, ou tu veux en garder pour pouvoir acheter quelque chose de plus grand dans 2 semaines? L'idée, c'est de faire vivre à ton enfant la logique du choix stratégique. De lui montrer que dans la vie, celui qui sait attendre sans se perdre avance souvent plus loin que celui qui se précipite. Et plus il aura vécu cette expérience en sécurité, dans des jeux, dans des situations quotidiennes légères, plus il intégrera ce réflexe, je peux choisir la croissance au lieu de la gratification immédiate. C'est cette posture-là qui construit les investisseurs, les bâtisseurs, les visionnaires. Et ça commence avec une simple question, tu veux ça maintenant, ou 2 fois plus demain? Derrière ce jeu, c'est pas une pièce que tu lui offres, c'est un réflexe mental, une clé pour la vie. L'un des plus grands secrets de ceux qui réussissent durablement, c'est qu'ils ne cherchent pas des résultats immédiats et spectaculaires, mais qu'ils misent sur la régularité, la constance, la répétition intentionnelle. Ce secret, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et même si l'expression peut sembler compliquée, l'idée peut être transmise très tôt à un enfant, à travers des images, des histoires et des expériences qu'il peut vivre avec son propre rythme. Commence par une métaphore simple. Parle-lui d'une graine qu'on plante dans la terre. Explique que cette graine, même si on ne voit rien au début, grandit chaque jour un tout petit peu. Et qu'un jour elle devient un arbre solide, généreux, majestueux. C'est pas la force du jour où on l'arrose qui fait la différence, c'est la régularité. L'amour quotidien, la patience. Dis-lui que l'argent, les projets, les compétences, c'est pareil. Ce que tu fais un peu chaque jour finit par faire une énorme différence. Tu peux aussi rendre cela concret avec une expérience ludique. Donne-lui une petite boîte et chaque fois qu'il économise une petite somme, même une pièce, il la place dedans. Explique-lui qu'au début, ça semble peu. Mais qu'au bout de plusieurs jours, semaines ou mois, il sera surpris par ce qu'il aura accumulé. Et surtout, montre-lui visuellement. Laisse la boîte transparente. Laisse-le voir l'accumulation. Laisse-le ressentir que chaque petit geste compte. Un autre exemple très parlant, raconte-lui l'histoire de la pièce magique qui double chaque jour pendant 1 mois. Commence avec 1 centime le premier jour, puis 2, puis 4, puis 8. Et demande-lui, à ton avis, combien on a au bout de 30 jours? Lorsqu'il découvre que ce sont des milliers d'euros à la fin, il comprend un principe clé, c'est pas la force du départ qui compte, mais la puissance de la progression continue. Tu peux aussi lui parler de ses habitudes. Si tu lis un peu chaque jour, même juste 10 minutes, dans 1 an, tu auras lu plus que la majorité des gens. Ou
Si tu mets une petite pièce de côté, à chaque fois que tu reçois de l'argent, tu pourras t'offrir quelque chose de grand que d'autres ne peuvent pas s'offrir, parce qu'ils dépensent tout d'un coup. L'effet cumulé, c'est l'art de croire aux petites actions, aux petites décisions, aux petits pas. C'est la conscience que chaque jour compte, même quand on ne voit pas encore le résultat. Et quand un enfant intègre cette sagesse, il développe un mental d'investisseur. Il ne cherche plus l'excitation immédiate, il commence à aimer le processus, la discipline, le rythme. Il comprend que la richesse, qu'elle soit financière, personnelle ou même émotionnelle, n'est pas un coup de chance, mais une conséquence logique de ce que l'on fait encore et encore avec intention. Et cette compréhension-là, Mani, c'est un avantage que peu d'enfants possèdent, mais que tu peux offrir au tien. Et un jour, il te remerciera de lui avoir appris à planter, même quand il n'y avait pas encore de fruits. Parce que c'est ce jour-là qu'il aura compris comment faire pousser sa propre forêt. Rituel de croissance financière. Dans beaucoup de familles, l'argent est soit un sujet tabou, soit une source de tension, soit un silence pesant qu'on contourne par habitude. Et à force de ne jamais en parler, les enfants grandissent avec l'idée que c'est un domaine réservé aux adultes, aux experts, aux gens sérieux. Pourtant, plus l'argent est entouré de mystères, plus il devient source d'angoisse plus tard. Et plus il est intégré comme une réalité fluide, simple, humaine, plus il devient un outil naturel dans leur vie. C'est pour ça que mettre en place un rituel de croissance financière en famille, c'est bien plus qu'une activité éducative. C'est un acte fondateur. Ce rituel peut être mensuel. Et il ne doit surtout pas ressembler à une réunion froide ou rigide. Il doit devenir un moment chaleureux, détendu, presque ludique, où l'on se retrouve pour parler d'argent comme on parlerait de projets, de rêves, de progrès. Choisissez ensemble un jour précis, une ambiance confortable et installez un cadre bienveillant. L'idée n'est pas de juger qui a bien ou mal utilisé son argent, mais de créer un espace d'expression, de réflexion et de projection. Commence par poser des questions simples à ton enfant. Qu'est-ce que tu as aimé dans la façon dont tu as utilisé ton argent ce mois-ci? Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment? Quel est ton petit objectif pour le mois prochain? Tu l'invites ainsi à prendre conscience de ses choix, à cultiver une forme de responsabilité douce, à apprendre de ses expériences, et surtout, tu le fais dans un climat d'écoute où il sent que son avis compte, que ses envies sont légitimes. Ce moment peut aussi être l'occasion de partager des idées de projet. Et si on économisait ensemble pour organiser quelque chose en famille, tu as envie d'acheter quelque chose en particulier? Voyons ensemble comment on peut le planifier. Vous pouvez tenir un petit cahier commun, ou même un tableau visuel avec des objectifs, des pièces collées, des photos, des dessins. C'est pas le montant qui compte, c'est le lien émotionnel que vous créez avec cette dynamique. Ce rendez-vous devient aussi un excellent moment pour transmettre subtilement des notions financières. La différence entre envie et besoin, la logique des priorités, le principe de l'épargne intelligente, ou même le rôle des imprévus. Mais toujours avec des mots simples, une approche accessible. Tu n'as pas besoin d'être expert, tu as juste besoin d'être transparent, curieux et prêt à apprendre avec lui. Et ce qui est magique, c'est que ce rituel va bien au-delà de l'argent. Il renforce la confiance, il ouvre un dialogue précieux, il crée une culture familiale où parler de finances devient aussi naturel que parler de repas ou d'école. Il fait de toi non seulement un parent présent, mais un mentor invisible, un guide qui ne dicte pas, mais qui accompagne. Avec le temps, ton enfant associera ces rendez-vous à un moment de croissance, de partage, de construction, et plus tard, quand il gérera seul son propre argent, il n'aura ni peur, ni honte, ni fuite. Il aura une mémoire émotionnelle, celle d'un foyer où l'argent était un sujet fluide, ouvert, créatif, et cette mémoire deviendra un socle, parce que tu ne lui auras pas seulement transmis des techniques, mais une culture de conscience, d'autonomie et de paix autour de l'argent. Créer un mini-journal d'argent pour ton enfant, c'est comme lui offrir un miroir de sa croissance invisible. Ce n'est pas un simple carnet de comptes, ni un tableau de chiffres secs. C'est un espace vivant, personnel, créatif, dans lequel il va pouvoir observer, comprendre, mesurer et valoriser sa propre évolution financière et mentale. Et c'est justement ça qu'aucune école ne lui propose, un lieu intime où l'on voit ses efforts, ses choix, ses émotions, ses projets prendre forme au fil du temps. Le journal d'argent, c'est un pont entre ce qu'il vit aujourd'hui et la personne qu'il devient. Et il n'a pas besoin d'être complexe. Il peut être sous forme de cahier, de classeur ou même d'un tableau mural dans sa chambre. Ce qui compte, c'est qu'il soit personnalisé et vivant, qu'il donne envie d'être consulté, rempli, décoré. Tu peux l'aider à le construire au départ, puis le laisser s'approprier le contenu au fil des mois.
L'objectif n'est pas le contrôle, mais l'autonomie. À l'intérieur, il peut y avoir plusieurs rubriques simples. Ce que j'ai reçu, argent de poche, cadeau, vente, petite récompense. Ce que j'ai décidé de faire avec, dépenses choisies, économie, dons, investissement. Ce que j'ai appris, erreur, réussite, surprise, fierté, déception. Ce que je veux pour le mois prochain. Objectif, envie, intention, projet. Tu peux aussi lui proposer de coller des images, de dessiner ses objectifs, d'ajouter des stickers, des codes couleurs. Plus le journal est visuel et émotionnel, plus il aura envie d'y revenir. Et chaque fois qu'il ouvrira ce carnet, il verra son parcours. Il ne regardera pas seulement une somme, il relira une histoire, celle de ses choix, de ses progrès, de ses prises de conscience. Ce journal développe une compétence rare chez les enfants, et même chez les adultes. La capacité à suivre un processus dans le temps, à voir que l'on évolue, même quand on ne s'en rend pas compte au quotidien, qu'on devient plus conscient, plus stratégique, plus aligné. Il apprend à relire ses décisions, à évaluer son comportement sans se juger, à célébrer ses réussites même modestes, et surtout, il ancre une vérité précieuse. Je suis capable de gérer mon argent, je suis capable de penser par moi-même, je suis capable d'évoluer. Ce genre de certitude intérieure ne s'achète pas. Elle se construit, une ligne après l'autre, une page après l'autre, une prise de conscience. À la fois, tu peux relire ce journal avec lui, une fois par mois, lors du rituel familial, le féliciter non pas seulement pour le bon usage de l'argent, mais pour sa conscience, son honnêteté, son courage, de regarder et de progresser. Et ce journal deviendra bien plus qu'un carnet, ce sera une boussole, un témoin de sa croissance, et plus tard, un souvenir puissant qu'il pourra transmettre à son tour. Parce que ce que tu crées là, c'est une culture. Et cette culture le suivra toute sa vie. Fais grandir l'héritage. Si ce que tu viens d'entendre t'a touché, si ça a réveillé en toi ce besoin profond de transmettre mieux que ce que tu as reçu, alors laisse un like. Pas un like pour flatter l'algorithme. Pas un like pour faire joli. Un like comme un acte d'engagement, comme un oui silencieux que tu poses pour eux. Parce que ce simple geste, c'est une manière de dire « Je choisis de ne pas laisser mes enfants affronter la vie avec les mêmes manques, les mêmes silences, les mêmes chaînes mentales que moi. » Tu cliques pas pour la vidéo, tu cliques pour planter une graine. Une graine dans leur esprit. Une graine dans ton engagement. Une graine qui dit « Je suis prêt à construire un héritage différent. » Alors oui, like cette vidéo si tu veux que tes enfants soient mieux armés que toi, plus conscients, plus libres, plus confiants. Ce like, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. S'abonner à cette chaîne, c'est pas juste cliquer sur un bouton, c'est poser une brique invisible dans un mur que personne ne construit à ta place. Une école que ni le système, ni l'école publique, ni les manuels ne prendront le temps de bâtir pour tes enfants. Celle de l'esprit financier, de la conscience, de la liberté intérieure. Ici, on parle pas de devenir riche pour briller, mais de devenir libre pour choisir. On parle pas de chiffres, on parle de vision, de valeur, de transmission. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres vidéos concrètes, pensées pour t'outiller, t'inspirer, t'accompagner dans ce rôle de bâtisseur, parce que ce que tu apprends ici, tu ne le gardes pas pour toi. Tu le transformes, tu l'adaptes, tu le transmets. Tu construis une génération plus solide, plus consciente, plus audacieuse. Cette chaîne est faite pour ceux qui refusent de laisser leurs enfants répéter les mêmes boucles mentales, les mêmes blocages financiers, les mêmes silences familiaux. C'est une chaîne pour ceux qui veulent élever, pas juste éduquer. Pour les bâtisseurs de génération. Alors si tu te reconnais, abonne-toi. On construit pas seul, on construit ensemble. Les mots que tu écris ont plus de poids que tu ne le crois. Chaque commentaire, c'est une trace. Une preuve que quelqu'un, quelque part, a décidé de ne plus faire comme avant. De ne plus laisser le silence faire l'éducation à sa place. Alors prends quelques secondes. Pose une intention, une micro-décision. Écris en commentaire la première chose que tu vas faire, même petite, pour transmettre un nouveau rapport à l'argent à ton enfant. Peut-être que ce sera une discussion, un geste, un carnet, un jeu, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit réel, concret, incarné, parce que ce commentaire, c'est pas juste une réponse pour l'algorithme. C'est une déclaration, une promesse douce, mais puissante. Et peut-être que ton mot inspirera quelqu'un d'autre, peut-être qu'un parent le lira et se dira « Moi aussi, je peux commencer là ». Tu ne commentes pas juste pour toi. Tu déposes une brique dans le monde. Et oui, je lis tout. Et je réponds à certains. Parce que ce qu'on construit ici, c'est pas une simple chaîne YouTube. C'est un cercle
un mouvement, une mémoire collective d'actes concrets pour transformer ce que nos enfants deviendront. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent quelque chose de simple, clair, concret à mettre en place dès aujourd'hui, j'ai préparé un cadeau. Un PDF à télécharger gratuitement, plan d'action simple pour enseigner l'argent à ton enfant. C'est un guide sans jargon, sans théorie compliquée, juste des actions réelles, testées, efficaces, à ton rythme. Tu y trouveras des idées de rituels familiaux, des jeux éducatifs, des phrases clés à utiliser, et même un modèle de mini-journal d'argent à personnaliser ensemble. C'est pas un supplément marketing, c'est un prolongement naturel de ce que tu viens d'entendre. Quelque chose que tu peux imprimer, afficher, adapter et surtout utiliser pour transformer ce que vous vivez au quotidien. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé juste en dessous. Télécharge-le librement et commence aujourd'hui à poser des fondations que ton enfant ne verra peut-être pas tout de suite, mais qu'il portera en lui toute sa vie. À bientôt.